Bonjour à tous, je suis Philippe Méret, je suis consultant chez Sopra Steria Next, spécialisé en stratégie IT et digital, plus particulièrement sur les questions dites de plateformisation, d'ouverture des entreprises aux écosystèmes digitaux sur tous les secteurs, hein, pas uniquement le secteur financier. Et donc, je vais avoir le plaisir d'animer cette dernière table ronde, donc en compagnie de Steve. Steve, peux-tu te présenter rapidement et puis évidemment nous présenter un peu ton... Hop, excuse-moi. Nous présenter un peu Participe, pardon. Bonjour à tous, donc je suis Steve Fogg, cofondateur et président de la société Participe. Participe est une fintech qui édite des solutions de vente sur toute plateforme web ou mobile de produits bancaires et assurantiels sans aucun développement informatique. Donc concrètement, qu'est-ce que nous faisons? Nous numérisons l'ensemble des offres de producteurs de services financiers. Nous construisons autour de ces offres des processus de souscription directs ou intermédiaires et nous connectons ces processus de souscription à leur système d'information. Ainsi, ces producteurs peuvent très facilement embarquer ces parcours de souscription dans n'importe quel point de contact client pour en faire un point de vente numérique de produits et services financiers. Ok, merci Steve. Marion, bonjour. Bonjour à tous, donc moi je suis Marion Danden, je représente donc le Crédit Mutuel Arkea, une banque. Et donc je m'occupe de la distribution digitale et je suis co-sponsor d'une initiative qu'on a appelée Arkea as a Service, qui a vocation à encourager l'ouverture des services financiers de notre groupe à l'externe, mais aussi d'accompagner en fait l'identification des nouveaux business models qui pourraient justement émerger de toute cette dynamique et avec lequel on pourrait collaborer soit pour nos clients à nous, soit indirectement pour des clients de partenaires externes. Très bien, merci Marion. Laure de Trésor. Bonjour à tous, donc Laure Boutron, CMO de Trésor. Donc quelques mots sur Trésor. Trésor qui est pionnier et un leader européen du banking as a service. On a donc notre offre One Stop Shop de finances embarquées. Trésor s'est fondé et lancé en 2016 avec l'objectif de pouvoir aider dans le cadre de la DSP2 les entreprises qui ont un projet de paiement, de pouvoir le mettre en œuvre simplement. Et donc Trésor a été régulé en tant qu'établissement de monnaie électronique auprès de la CPR et passeporté sur l'ensemble des 25 pays de la zone CEPA. Et ce en 2016. Donc aujourd'hui, on compte une centaine de clients et Trésor a été racheté en 2019 par le groupe Société Générale. Et on a également une prise de participation minoritaire de Mastercard fin d'année dernière. Merci Laure. Olivier d'Apowens. Oui, bonjour à tout le monde. Donc, je suis Olivier Maire, je suis CRO, Chief Revenue Officer de Powens. Powens est un éditeur de logiciels qui, anciennement Budget Insight, plus connu peut-être pour certains sur ce nom-là, donc qui permet en fait pour les institutions financières, les banques, les assurances, pour les éditeurs de logiciels de gestion financière ou l'ensemble de l'écosystème FinTech, d'accéder à la donnée bancaire à la source, à la donnée bancaire du client, du consommateur final, avec son agrément évidemment, de récupérer cette donnée, de la traiter et de déclencher, pour injecter cette donnée dans des processus métiers et également de déclencher à partir de là un ensemble de flux financiers entrant ou sortant en fonction des processus financiers en question. Et Laurent. Bonjour, donc Laurent Kosinski, moi je suis le fondateur de Milo. Et donc Milo, on est une fintech lilloise et notre métier c'est de permettre aux entreprises d'avoir un parcours de vente parfait, sans risque, et sans risque au pluriel. Donc pas de risque de fraude, pas de risque opérationnel, pas de risque d'impayé. Voilà. Et pour ça, on utilise l'open data, l'open banking, et on fait tourner des algos pour pouvoir avoir des décisions liées au comportement de l'individu plutôt qu'à la catégorie dans laquelle il est positionné ou prépositionné. Très clair, merci Laurent. Alors, lorsque Bruno, pour la petite histoire, m'a proposé d'animer cette table ronde sur les business models, je vous avoue qu'il m'a mis un gros challenge en fait, parce que
Déjà, c'était la dernière table ronde de la journée, donc il faut être à la hauteur et au niveau de toutes les tables rondes. Il s'est déjà dit beaucoup de choses. Et puis parce qu'en fait, le sujet business model est un sujet qui parle à tout le monde, mais qui est quand même assez difficile à réellement appréhender. Et pour la petite histoire, je disais que moi, je n'étais pas uniquement sur le secteur financier, j'interviens sur l'ensemble des secteurs. Et donc, je vous partage juste une expérience, un témoignage. On a monté, en fait, avec une quinzaine de nos clients, secteur public et secteur privé, une approche open. Donc une approche par les écosystèmes. Hein. Ce matin, Bruno a beaucoup utilisé ce terme d'écosystème, une approche par les écosystèmes, pour essayer de voir finalement tout ce qu'on voit là aujourd'hui dans l'open finance. Ce mouvement d'ouverture, évidemment, n'est pas propre que au secteur financier. Il n'y a pas que les banques qui s'ouvrent. L'ensemble des secteurs d'activité sont en train de s'ouvrir. Et donc, on a monté une journée où on a cherché des passerelles entre des acteurs qui ne se parlent jamais ensemble. Donc, on avait des acteurs du retail, par exemple Système U. On avait des banques, on avait la BPCE, la Banque Postale. On avait des assureurs comme la Maïf. Et puis, on avait un certain nombre d'acteurs du secteur public, la DGFiP, l'INSEE, le ministère de la Justice. Et au fond, on leur a posé une question qui était assez simple, qui consistait à dire « Essayez de trouver tous ensemble, vous qui vous parlez finalement assez peu, des bonnes raisons de travailler ensemble. » On ne savait pas trop ce qui allait en sortir. Ce qui est assez étonnant, en fait, nous, chez Sopra Steria, on a une approche qui consiste à partir des moments de vie. Donc, en fait, on revient finalement, avec le moment de vie, au besoin fondamental du client final. On a posé ce sujet-là, et en fait, on s'est rendu compte que très rapidement, il sort vite des idées, des cas d'usage pour pouvoir faciliter la vie des clients finaux. Je donne juste un exemple et puis après je vais passer à la table ronde. Un exemple, c'est quand vous avez une banque, un assureur, l'éducation nationale, les impôts qui sont tous ensemble. Enfin, quand vous réfléchissez au moment de vie client, vous pensez aux jeunes qui rentrent dans la vie active, en fait, vous vous rendez compte que l'entrée dans la vie active est un moment de vie qui va à la fois intéresser des banquiers, des assureurs, des administrations. Alors, je n'ai pas cité Pôle emploi était aussi là. Ce que je veux dire ici, c'est que trouver des idées, trouver des usages, finalement, n'est pas forcément, contrairement à ce qu'on peut croire, la chose la plus compliquée. Là où ça se complique, c'est quand on se dit, OK, si on devait ensemble digitaliser un parcours d'accompagnement bout en bout qui intégrerait des services d'assurance, de banque, des services administratifs pour accompagner les jeunes dans l'entrée à la vie active, comment est-ce qu'on le ferait concrètement? Comment on le ferait opérationnellement et surtout comment on le ferait d'un point de vue du business model? Donc c'est ça finalement qui nous amène ce thème du business model. Alors on avait beaucoup préparé mais j'ai un peu du coup changé parce que je voulais pas être dans la redite, donc il y aura un effet très live et tant mieux, j'ai envie de dire, dans une table ronde. Et je vais vous poser cette question. Aujourd'hui là on a Arkéa qui est une banque, on a un ensemble de fintech qui n'ont pas forcément les mêmes positions. Quand on parle Open Finance, on parle d'écosystème. On dit, voilà, on sort d'un modèle très monolithique, finalement, on rentre dans un modèle très distribué où chacun va apporter un morceau de valeur à un client final. Alors moi, j'ai envie de commencer comme ça. On est un petit groupe ici. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous avez des potentialités de travailler ensemble, d'amener de la valeur client, de vous combiner, si j'ose dire, dans vos propositions de valeur pour amener de la valeur client. On va peut-être commencer avec Laure, parce que j'avais ça prévu, on va garder cette préparation, cet ordre, de commencer par Laure. Voilà. Si tu peux revenir un peu sur cette question de la valeur client, au final, qu'il ne faut pas qu'on oublie, du client final, et cette idée un peu écosystème, d'enrichissement, de vous enrichir les uns les autres, comment ça te fait réagir? Alors, la valeur du client final, c'est un point qui est évidemment intéressant. Je pense que ce qui est assez marquant, c'est que je pense, sauf erreur, on est quand même tous plus dans une vision B2B, mais qu'effectivement, il ne faut pas oublier, ça a été déjà dit dans d'autres tables rondes, l'utilisateur final. Et je pense que c'est le point essentiel. Nous, on est sur un modèle exclusivement B2B. L'ensemble de nos clients qui en plus ont la particularité d'être chez Trésor pour grand nombre des agents, puisqu'en fait, comme je le disais tout à l'heure, on est établissement de monnaie électronique, donc ce sont nos agents et on se porte garant de leur flux auprès du régulateur, donc en l'occurrence la CPR. Et leurs flux, ce ne sont pas leurs flux à eux, mais ce sont bien les flux de leurs propres clients.
Donc la valeur client, pour moi, elle réside essentiellement dans la capacité de proposer, et donc c'est toute cette logique de finance embarquée, et bien sûr qui est proposée par l'Open Finance, mais de proposer un parcours client qui soit extrêmement fluide, de faire en sorte qu'il n'y ait pas au moment de l'expérience de paiement une friction pour le client. Et ça, je dirais que tous autour de cette table, en fait, on en bénéficie. Le business model de Trésor, on dit le succès de nos clients, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui sont nos agents pour la plupart, c'est notre succès. Puisque si nos clients ont des volumes de flux, donc des transactions qui sont effectuées par leurs propres clients, qui peuvent être ou bien des corporates, par des entreprises, ou bien des particuliers, eh bien évidemment, ça nécessite une augmentation de la capacité de Trésor de pouvoir accompagner cette augmentation des flux, mais bien sûr, ça permet aussi une augmentation du chiffre d'affaires. Et donc, je pense qu'on a tous intérêt effectivement à ce que ce parcours de finance, ce parcours de paiement soit le plus fluide possible pour permettre cette valeur-là. Et alors, est-ce que du coup, vous travaillez avec vos propres clients sur l'expérience de leurs clients, donc des clients finaux? Vous avez mis en place une collaboration avec les clients pour vous-même avoir un service qui, dans sa conception, aura un impact finalement sur l'expérience client finale? Alors, on a une typologie de clients assez large. Dans l'histoire de Trésor, comme je disais tout à l'heure, Trésor s'est fondé sur l'idée au départ d'accompagner, puisque c'était avec l'avènement de la DSP2, l'objectif c'était d'accompagner les fintechs qui allaient se monter sur des projets de paiement très disruptifs, de pouvoir les accompagner dans ce cheminement très complexe de pouvoir intégrer la brique de paiement. Donc on ne parle pas forcément, puisqu'on parle de cas d'usage, on ne parle pas forcément d'un schéma d'une néobanque. On a des acteurs sur la mobilité, sur les avantages salariés, on a même des institutionnels pour les aides sociales. Et donc, en fait, ce qui est important, c'est de comprendre qu'on a à la fois ces clients-là qui sont des fintechs avec un ADN un peu différent, mais aussi des entreprises plus installées. Donc, au fur et à mesure des échanges qu'on a pu avoir avec cette diversité de clients, on est effectivement, oui, aujourd'hui en mesure d'aider les moins matures, on va dire, dans ce cheminement-là. Et ça, on le fait par notre expertise et aussi, puisque bien sûr, on travaille en relation avec des cabinets de conseil qui sont souvent, qui aident aussi les entreprises moins matures, mais aussi plus matures sur leurs projets de paiement. Ok, merci. Alors, Olivier, un peu la même question. Déjà, qui sont vos clients? Si tu veux bien juste bien reposer qui sont vos clients et finalement les clients de tes clients. Donc nos clients, on a 3 segments de clients, les banques, assurances, on travaille avec Arkea, les fintechs et les éditeurs de logiciels. Et qui eux-mêmes servent effectivement des clients finaux qui sont soit des entreprises. Les éditeurs de logiciels, c'est de la gestion financière, donc sont toujours des entreprises. Ou bien qui servent des particuliers, je sais pas, un client comme Joko par exemple, du cashback, son utilisateur final, son client final, c'est un particulier. Donc par rapport à ça, le sujet du modèle, je trouve que, peut-être intéressant de revenir à c'est quoi la douleur qu'on essaye de résoudre au début. Chez les éditeurs de logiciels, il y a beaucoup d'éditeurs de logiciels. Quand on est dans la vente, il y a une phrase qui dit « no pain, no gain », pour savoir si on doit traiter le deal ou pas. Bon. Donc est-ce qu'on résout une douleur? Et je pense qu'on est tous dans ce sujet de la digitalisation des processus. Et c'est ça qu'on essaye sur lequel on travaille. On apporte une pierre en fait dans la digitalisation des processus de nos clients, qui eux-mêmes servent encore un utilisateur finaux. Donc par rapport à ça, je ne pense pas qu'autour de la table il y en ait un qui couvre l'ensemble du processus. Chacun amène une brique de ce processus et puis du coup ça se combine. On a des projets en ce moment avec Milo, on travaille avec Arkea, on ne travaille pas avec Trésor, mais je crois qu'on a pu collaborer sur certains éventuellement prospects ou dossiers communs, pas non plus avec Participe, mais pourquoi pas par rapport à ce que vous faites. Donc on traite une partie du processus et on combine du coup ces éléments pour couvrir l'ensemble du processus digital. Et du coup, oui, dans la couverture de ce processus, il y a aussi un aspect de parcours utilisateur. En tout cas, nous, avec nos clients,
même si ce qu'on fournit, c'est beaucoup une infrastructure de connectivité, de traitement de la donnée, de déclenchement de flux. Il y a quand même à un moment donné des écrans en fait, pour l'utilisateur final. Et par rapport effectivement à la maturité des clients qui utilisent ces processus-là nouveaux, eh bien, ils ont besoin de bonnes pratiques, de best practices. Et donc, sur notre partie, on leur donne des best practices pour optimiser. On a un taux de conversion. Nous aussi, on a un taux de conversion pour faire en sorte que les processus aillent jusqu'au bout, pour faire en sorte que l'appel à la donnée, le déclenchement du flux financier se fasse. Et comme dans un parcours de e-commerce, il y a un tunnel à convertir et il y a des gens qui tombent à chaque étape du tunnel. Donc, optimiser ce tunnel, ça fait aussi partie de la capacité à fournir à l'utilisateur final une expérience qui résolve sa douleur à lui, son enjeu à lui, et donc qui permette à tout ça de bien fonctionner. On a tous oublié, mais il y a 20 ans, l'e-commerce, ça ne marchait pas très bien. On n'avait pas les colis à temps, on les avait 3 jours après, on ne savait pas où ils étaient. Bon, aujourd'hui, tout ça, c'est fini. C'est fini parce qu'il y a une courbe d'apprentissage qui s'est mise en place et petit à petit, on a optimisé les process. Merci, Laurent. De votre côté, Milo, vos clients, si tu peux juste un peu, parce que tu as fait très court sur l'introduction, aussi un peu plus de temps peut-être pour poser votre proposition de valeur finalement et comment elle s'assemble, elle s'intègre dans quelque chose de plus grand. Alors nous, on intervient sur plusieurs marchés. Le premier, qui est celui sur lequel, on va dire, dont je viens historiquement, qui est celui, on va dire, du consumer finance, donc paiement fractionné, crédit, etc. Où là, il y a plusieurs sujets, mais qui sont à peu près les mêmes tout marché. Un deuxième autour de l'automobile, financement de l'automobile, mise à disposition de mobilité, etc. Le retail, et donc la nouvelle consommation à l'usage, qui nécessite finalement d'être capable d'appréhender la situation du client. Et puis un dernier cas qui est autour de l'immobilier, donc la location immobilière, l'énergie, etc. Et en fait, nos clients qui sont dans ces secteurs, l'open finance, etc., ils disent « Ok, c'est super, donc voilà, on a vu des webinars, on a assisté à des colloques, ça a l'air vachement malin. Bon, mais finalement, qu'est-ce qu'on en fait? D'abord, est-ce que nos clients finaux, les utilisateurs, vont vraiment s'en servir? Ou est-ce que c'est gadget ou est-ce que ça va concerner quelques geeks dans un coin? Donc, comment on en fait un cas d'usage de mass market? Et puis, ok, alors il y a plein de gens qui font un petit truc, mais moi, je ne vais pas intégrer 20 briques dans un système d'info qui est quand même souvent pas si souple. Et puis surtout, intégrer des briques techniques, c'est bien, mais voilà, comment je traite les 3 grandes peines auxquelles je suis confronté. Un, c'est finalement, aujourd'hui, avec des process un peu lourds, etc., je perds des bons clients. Donc, problématique de transformation. Je me récupère des tas de très mauvais clients avec de la fraude, etc., qui progressent avec des progressions à 2 chiffres chaque année. Et troisièmement, quand même, tous les traitements manuels, ça coûte de l'argent. Alors, il y a 3 ans, c'était j'ai trop de TP, il faut que je réduise. Maintenant, c'est je trouve plus de TP et donc il faut que je tourne quand même avec moins de monde. Et ils sont très dépourvus par rapport à tout ça. Et c'est là où on intervient, en fait, en ayant une solution d'intégration technique, évidemment, mais aussi beaucoup, finalement, un de nos marqueurs, c'est la compétence métier. C'est comment on est capable de passer de la théorie à la pratique, parfois aussi par des petits pas, parce qu'en fait, on en parlait tout à l'heure, l'open finance, l'open banking, c'est très très vaste. Or, parfois, c'est oui, mais oula, c'est trop vaste pour moi. Et parfois, c'est de dire, je vais traiter un premier cas, je vais gagner avec, et je vais me dire, tiens, c'est chouette, et donc je vais passer à l'étape suivante, etc. Et il y a vraiment ce côté appropriation. Sinon, ça reste, ça peut faire un peu peur et rester théorique. Oui, au fond, ce que je disais un peu au départ, c'est la problématique n'est pas de trouver des usages, c'est finalement de trouver les bons usages pragmatiques et de ne pas se perdre dans une profusion d'usages à vouloir révolutionner peut-être le monde entier, etc. et revenir sur des choses assez fondamentales, de l'efficacité opérationnelle, c'est un peu ce que tu dis, traiter des choses qui peuvent amener des gains très rapidement et très concrètement. Marion, toi, tu es côté banque, cette question-là des usages, donc cette ouverture qui peut presque être un peu vertigineuse au fond, vous la traitez comment, cette valeur client?
En fait, en revenant sur les deux mots que tu as déjà cités au début, c'est-à-dire la valeur client et puis la collaboration, typiquement les réponses à tes deux premières questions tout à l'heure, c'est oui et oui, c'est-à-dire que la valeur client, c'est la première question qu'on se pose et puis la dernière qu'on se pose au moment où la boucle est bouclée. Et puis la collaboration entre les différents acteurs, oui, parce que chacun a une place et des forces qui sont différentes et complémentaires. Ça fait plus de 10 ans que le groupe Arkea s'intéresse à l'écosystème des fintech. Et à la base, c'était vraiment pour essayer d'enrichir l'expérience de nos clients avec des spécificités et des compétences et des idées que, effectivement, traditionnellement, on n'avait pas forcément développées à ce moment-là. Et puis d'essayer d'avoir des synergies entre cet écosystème des fintech et puis les métiers traditionnels bancaires qu'on fait et qu'on fait plutôt bien, on va dire. Enfin, en tout cas, on essaie. Et donc, ça a donné 10 ans d'essais, d'essayer des expériences, des usages, des choses qu'on a arrêtées, des usages qu'on a déployés pour nos clients. Typiquement, effectivement, et c'est maintenant plus très récent, mais tout ce qui est agrégation de comptes, de cartes, on travaille avec Powens et on a intégré ces solutions au service de nos clients. Et puis après, il y a d'autres choses qui viennent, comme par exemple toutes les fonctionnalités autour de la PFM plus traditionnelle. Mais puis après, quand on parle d'équivalent consommation carbone pour aller vers des usages un petit peu plus orientés responsables. Et puis après, sur des métiers comme l'assurance, aller vers des cas d'usage où on facilite la vie de nos clients avec des sinistres qui sont indemnisés en temps réel, de manière instantanée. Et tout ça, ça participe à la valeur qu'on donne à nos clients et donc aussi à la fidélisation de ces clients au sein de notre banque. Et ensuite, ces produits-là, donc on intègre les produits des autres dans nos parcours quand c'est pertinent. Et nous, on va aussi donner nos briques, par exemple notre plateforme de paiement qu'on peut déployer chez d'autres acteurs externes, pour aussi jouer avec d'autres acteurs. Et là, on est vraiment dans des synergies gagnant-gagnant sur toute la chaîne de valeur. Ce qu'on voit se dessiner à travers ce que tu dis, c'est un peu ce passage où, quand les fintechs se sont mises en place, on les a vus, enfin les banques les ont vus beaucoup comme des concurrents. Et là, on commence à passer une sorte de point d'inflexion finalement qui vise à dire non, alors il y a de la concurrence, on ne va pas se le cacher, mais on rentre dans du collaboratif, je reprends le thème, on rentre dans du collaboratif, et donc il y a ce fameux mot-là, coopétition, qui allie collaboration et compétition, et finalement c'est un peu ça qu'on commence à voir se dessiner, quelque chose de beaucoup plus collaboratif. Alors ouais, pour le coup, c'est des synergies, et c'est pas de la compétition, c'est-à-dire que le jour où notre client va avoir un compte ouvert chez Powens ou chez Trésor, là effectivement ça pourrait être de la compétition. Aujourd'hui c'est pas le cas, on est sur des segments de marché qui sont pas les mêmes. Donc au contraire, l'intérêt c'est justement de bénéficier des forces de chacun sur des produits spécialisés et d'ouvrir ce champ des possibles avec finalement, dans nos parcours en tout cas, en faisant l'effort de travailler sur les moments de vie comme tu le disais, et donc en amont d'approfondir la connaissance de nos clients, de pouvoir leur proposer ces produits-là au sein de notre offre de service et de notre promesse client. Steve, quand on s'est eu, je t'ai posé une question, je vais me permettre de la reposer parce que finalement je trouve qu'elle est plutôt bien dans le thème. J'ai dit à Steve, mais finalement, est-ce que ton premier concurrent, justement, pour rester sur cette logique, c'est pas Marion? Est-ce que toi, finalement, tu viens pas, tu proposes un produit de digitalisation de processus de souscription, par exemple, ce que les banques font elles-mêmes, et certaines banques le font en spécifique, le font toutes seules. Et tu m'as fait une réponse que j'ai trouvée très intéressante en me disant non, on n'est pas dans les compétitions, on est dans une forme de complémentarité. On est dans finalement l'augmentation d'une surface de distribution. Tu te souviens de cet échange? Oui, je me souviens parfaitement. Alors, pour reprendre un petit peu les thèmes qui ont été abordés, premièrement, si on parle de l'ouverture des systèmes d'information pour le bénéfice du client final, si on se positionne du point de vue du client final, il a besoin de quoi? Il a besoin, premièrement, d'accéder aux offres. Il a besoin de la lisibilité sur ses offres. Et il a besoin de la meilleure expérience client pour pouvoir acheter ses offres. Et une fois qu'on a dit ça, on se rend bien compte qu'on ne peut apporter cette valeur au client final que par une logique d'écosystème.
Premièrement, pour pouvoir accéder à l'offre, il faut que Marion puisse avoir des API pour permettre à des acteurs comme Melo, comme Participe, de mettre des processus de souscription autour de ces offres-là. Pour que le client puisse y accéder 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, il faut que ce soit le produit et l'offre qui aillent vers le client et pas le client qui vienne vers l'offre. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut pouvoir embarquer ces processus de souscription dans tout point de contact du client final pour qu'il puisse les acheter quand il le veut ou qu'il puisse les acheter de façon concomitante à un acte d'achat. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de ventes croisées, e-commerce, biens et services financiers pour pouvoir créer de la réassurance auprès du client final. Et ensuite, il faut qu'il puisse comparer les offres. Et pour qu'il puisse comparer les autres, il faut que les offres d'Arkea, les offres de BNP, etc., puissent avoir une sorte de dénominateur commun pour pouvoir les comparer et puissent être exposés dans une sorte de standard technologique pour qu'une solution technologique puisse agréger et restituer de l'information qui puisse être analysée par le client final. Et donc, sur la thématique donc, de la valeur client, la logique d'écosystème, elle est essentielle. Pour revenir sur notre échange, concernant donc la complémentarité des services et finalement le rôle des API, lorsqu'on parle de valeur apportée au client final, je pense que c'est important de découper un petit peu la chaîne de valeur finalement, lorsqu'on veut apporter le service financier au client final. Et lorsqu'on la découpe, cette chaîne de valeur, il y a 3 grandes familles, grosso modo. On a la conception même de l'offre, c'est un métier en soi. Donc, il faut que les acteurs de la banque et de l'assurance puissent concevoir des solutions, des produits qui répondent au moment de vie du client, qui permettent d'accompagner le client dans toute sa vie. Vous l'avez expliqué. Je commence, j'ai besoin d'un crédit. Je commence pour ouvrir un compte, j'ai besoin d'un crédit, j'ai besoin de m'assurer, j'ai un peu d'argent, j'ai besoin d'épargner. Donc on est dans une logique de gamme pour accompagner le client dans tous ses moments de vie. Donc là on est sur la partie conception, et c'est le rôle de la banque. Après vous avez la partie distribution, et là on rentre dans ces logiques d'agrégateurs. On a aujourd'hui des acteurs de la distribution qui peuvent être des acteurs technologiques, mais on a également des acteurs qui sont des acteurs du courtage, qui sont financiers. Et on commence à avoir de plus en plus d'acteurs non financiers qui rentrent aussi dans la danse. Et enfin, vous avez la notion de gestion de la relation client et de gestion du contrat client. Et ça rejoint le point que vient de mentionner effectivement Marion, dans la mesure où lorsque le client utilise des solutions technologiques pour faire sa distribution, à la fin, le client il est chez Marion, parce que c'est Marion qui va accompagner le client dans sa vie. Et donc, résultat des courses, le client n'a plus accédé à l'offre, il a choisi l'offre qu'il lui fallait, il a eu la meilleure expérience en utilisant les meilleures solutions technologiques, et à la fin, il bénéficie du meilleur service client apporté par les banques. Donc là, on est vraiment dans cette logique un peu d'écosystème, de complémentarité, avec des API qui permettent d'une certaine façon d'augmenter la taille du marché, parce que numériquement, on n'a plus de limite au déploiement de points de vente, tel qu'on peut l'avoir lorsqu'on essaie de déployer des points de vente sur le territoire. Ok, donc si je résume un peu, là on a parlé de distribution. Dans l'open finance, finalement, il y a assez concrètement, il y a cette idée de combiner des services entre eux pour construire une proposition de valeur aujourd'hui qui dépasse finalement les frontières de chacun. D'accord ? Donc plutôt, je combine côté producteur, si je veux dire. Après, il y a l'aspect distribution. Donc finalement, j'augmente ma surface de distribution dans cette approche écosystémique. Donc on sent bien en fait ce découplage dont on parle depuis de nombreuses années entre la production et la distribution, notamment sur le secteur financier. Et puis moi, j'ai entendu des choses ce matin sur lesquelles je souhaitais rebondir. On parle beaucoup de la démocratisation des usages. Tout à l'heure, Bruno, tu parlais dans la table ronde précédente d'éducation financière. Il y a toute cette idée en fait d'amener une pédagogie, de l'idée du do-it-yourself. On en a parlé aussi ce matin. Je voudrais te poser une question là, sur donc, ces approches écosystémiques. Vous, vos clients, donc, ça a été essentiellement des fintech au départ. Mais est-ce qu'on ne dépasse pas uniquement le contexte des fintech? Est-ce que dans vos clients, vous n'êtes pas aussi en train d'ouvrir au-delà de l'open finance? Est-ce que vous avez des clients finalement qui ne sont pas du tout financiers? Comment ça se passe? J'aimerais bien avoir un peu ton feedback là-dessus.
Oui, tout à fait. Alors, déjà, juste pour reprendre, parce que je trouvais que c'était un concept intéressant que tu évoquais, effectivement, il n'y a pas une réelle concurrence entre les fintechs et les banques. Je pense que Trésor en est un bon exemple, puisque justement, le groupe Société Générale a fait l'acquisition de Trésor en 2019. Et aujourd'hui, on travaille en synergie complète avec le groupe. Et d'ailleurs, si on reprend justement le cœur du sujet de l'Open Finance, on a aussi, dans le cadre du groupe Société Générale, ça nous a permis aussi justement d'intégrer en API un service de crédit via Franfinance, qui est aussi une filiale du groupe Société Générale. Et donc, on a mis à disposition de nos clients existants une offre de crédit un peu sur étagère. Et donc, ça, c'est tout l'intérêt, c'est exactement ce que tu expliquais, Steve, hein, c'est vraiment tout l'intérêt de pouvoir agréger un ensemble de services et que ce soit en B2B d'ailleurs ou en B2B2C, hein, puisque on peut imaginer vraiment un certain nombre de cas d'usage. Et donc, pour reprendre ce que tu disais, effectivement, on a initialement, je dirais, lancé l'offre avec des fintechs. Et puis, petit à petit, les fintechs sont devenues de plus grosses fintechs, certaines de très grosses, les fameuses licornes dont on entend parfois parler dans les médias. Et donc, ces fintechs ont les mêmes tailles et les mêmes problématiques que des clients corporate. Donc ça a permis effectivement à Trésor de se structurer et aujourd'hui, dans cette logique de finance embarquée, la finance embarquée, c'est un marché, puisqu'on a sorti récemment un livre blanc sur la finance embarquée. C'est un marché qui est valorisé à 250 milliards de dollars d'ici 2030. Donc, c'est un marché qui est vraiment énorme et les entreprises ont bien compris l'intérêt de cette démarche et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a effectivement une variété d'acteurs qui va d'une fintech qui démarre jusqu'à des très gros corporates. Donc sur les avantages salariés que je mentionnais tout à l'heure, on peut imaginer un Sodexo qui justement propose des cartes et donc avec un certain nombre de cas d'usage. Je parlais tout à l'heure d'un cas d'usage autour des aides sociales. On travaille avec la mairie de Madrid qui distribue ces aides sociales sous format de cartes. Et donc, ce qui permet aussi, bien sûr, de contrôler d'une certaine forme les usages de ces aides sociales. Donc les usages sont multiples. On a également dans le secteur de la mobilité, on a bien sûr Skipper qui est un acteur bien installé dans le domaine de la mobilité, mais on a aussi par exemple Total Energy sur des problématiques de remboursement sur les voitures électriques. Donc en fait, on s'aperçoit que oui, les fintechs qui démarrent ont besoin de cet accompagnement et c'est notre ADN et on est là pour le faire, mais on est aussi en mesure sur des projets d'entreprises bien plus installés qui ont déjà en fait une base installée de clients, de les servir et de leur proposer des programmes cartes, de l'accompagnement sur les flux et donc c'est tout l'intérêt de pouvoir avoir cette couverture très large. Très bien, merci Laure, c'est très clair. Quand on parle de business model, il y a un outil qui vient, je pense, j'imagine, la plupart d'entre vous connaissez, qui s'appelle le Business Model Canva. Et finalement, ce qu'on est en train de faire là, c'est qu'on reprend un peu l'outil. Alors, déjà, qui connaît le Business Model Canva ? Alors, le Business Model Canva, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un outil très simple qui est à la main de celui qui a une idée géniale et qui veut lancer son business et sa start-up pour changer le monde. Et un outil très simple qui pose quelques questions fondamentales. La première question, c'est de dire, déjà, soyez clairs sur la valeur client. Donc, on en a pas mal parlé. Ça a été le premier temps de cette table ronde. Quelle est votre proposition de valeur ? Le deuxième thème, c'est la distribution. On vient d'en parler, c'est comment finalement vous atteignez vos clients. Et donc là, on le voit, on démultiplie à travers on démultiplie en fait à travers un certain nombre de partenaires des canaux de distribution. Et puis la troisième question, c'est
Comment je vais produire cette valeur? Et là, on a beaucoup parlé d'écosystème, c'est-à-dire qu'on dit, finalement, la valeur, je ne vais pas la produire, je vais avoir ma valeur intrinsèque, celle que moi je vais produire avec ma boîte, mais finalement, il faut que je pense à une valeur un peu plus globale qui est pour mon client final. Alors, j'ai une question pour vous, Olivier, Laurent, on va commencer par Olivier, c'est pour que ça marche, en fait, on a dit, on peut s'associer, on peut combiner des services. Comment il faut faire pour que tout ça marche sans friction, comme on dit, ou sans heurts? Il y a une dimension technologique pour que ça marche, mais ça finalement c'est pas très compliqué. L'informatique, on arrive toujours à ce que ça marche. Et c'est plus ou moins, il faut mettre plus ou moins de ressources, mais je pense que comme beaucoup de projets informatiques d'ailleurs, pas forcément dans l'open banking qui marche pas, c'est parce que on n'est pas clair sur ce qu'on veut livrer, on n'est pas clair sur le cahier des charges. On pensait qu'on avait bien défini ce qu'on voulait, et puis en fait non. Donc je pense que si on se replace dans l'optique d'un processus métier, financier, ce qui fait que effectivement ces processus financiers dépassent largement le cadre des fintechs, c'est parce que finalement il y a beaucoup de processus financiers, de plus en plus de processus financiers en dehors du monde purement financier. C'est intéressant de voir, par exemple pour nous, des clients qui sont éditeurs de logiciels, qui deviennent en fait des acteurs qui déclenchent des flux financiers, parce que finalement ils gèrent des factures fournisseurs, donc ils peuvent payer les factures fournisseurs à partir d'eux. Et puis, leurs clients sont supposés recevoir des paiements de leurs clients, des abonnements, etc. Et donc, ils peuvent déclencher des prélèvements à partir de là. Donc, c'est intéressant de se dire qu'un éditeur de logiciels de gestion comptable, en fait, devient un acteur qui, d'une manière directe ou indirecte, en fait, est amené à gérer ou en tout cas à déclencher des flux financiers. À partir du moment où on a cette perception du process qu'on veut traiter, qu'on veut amener, et une définition claire, pas une définition, pardon, une identification claire de la valeur qu'on apporte, qui sont, on les a mentionnés, dans la digitalisation, c'est-à-dire l'automatisation, l'efficacité opérationnelle, l'instantanéité, la fiabilité. Bon, si on a une vision claire de ça, derrière, on met des ressources techniques pour que ça marche. Et je ne dis pas que ça marche tout le temps, parce que des fois, il s'avère qu'il y avait un sujet d'usage qui n'a pas pris. Bon, voilà, c'est comme ça. Mais si on reprend l'exemple que j'ai pris là, on voit bien quand même que pour l'entreprise qui est client de ce logiciel, en un bouton, et vraiment littéralement en un clic bouton, elle va payer 500 factures fournisseurs, là où aujourd'hui, elle doit exporter un fichier, envoyer ça à une banque qui déclenche des paiements pour lui redonner des statuts de paiement, des trucs qui n'ont pas marché, des prélèvements qui sont en erreur. Il faut réconcilier les écritures comptables. Bon, là, ça se fait littéralement instantanément. Et ça se fait parce qu'il y a différents composants technologiques qui sont amenés, certains par Powens, l'accès à la donnée, les flux, Trezor, etc. Je pense que quand on a cette identification claire de la valeur dans le processus financier, et est-ce qu'on va soit automatiser, soit fiabiliser, soit gagner de l'instantanéité, en général, ça marche plutôt bien, parce que après c'est juste de brancher les tuyaux, et ça, bon, dans un monde d'API, pour le coup, maintenant les tuyaux, ils se branchent plutôt pas mal, quoi. Alors ça se branche vraiment plutôt pas mal. J'ai envie d'un peu de challenger quand même sur cette question-là, parce qu'on a beaucoup parlé d'API. Aujourd'hui, c'était pas vraiment trop de tech, donc on n'est pas rentré dans la technicité des API, mais un peu comme la réponse finalement à la standardisation. Moi, de ce que je vois chez mes clients, notamment bancaires, c'est que il y a API et API. Vous êtes des consommateurs d'API, donc est-ce que ça se passe? Est-ce que les API sont suffisantes, ou est-ce que finalement, il ne faut pas quelque chose de plus en fait pour que vraiment ça marche en mode je branche et puis ça fonctionne, quoi. Laurent, peut-être. C'est un vaste sujet. En effet, on parle beaucoup d'API, et puis après, il y a la réalité de ce qu'on est prêt à faire. Nous, aujourd'hui, d'abord, dans le service qu'on rend, donc évidemment, la boîte est récente, tout a été développé dans des techs modernes, et c'est censé aller bien. On a encore pas mal de clients qui me disent « super, super, donc ça, on le mettra dans le plan projet dans 3 ans. Est-ce que maintenant, on peut quand même faire des batchs ?» Donc un batch, c'est je vais vous envoyer une disquette et un peu plus moderne, et vous allez me renvoyer un fichier renseigné. Voilà. Et donc c'est quasiment un cas sur 2 aujourd'hui, c'est encore ce genre de choses.
Et puis, plus loin que l'API, c'est que finalement, on parle aussi d'une sorte de microservice. On en avait parlé quand on avait évoqué le sujet ensemble. Il y a vraiment, voilà, j'ai beaucoup d'API, mais comment je les branche à un seul endroit et comment j'apporte quelque chose de consolidé. Donc il y a une notion de concentrateur de services. Donc cette coopération, elle doit être au niveau du service rendu, etc., mais aussi de la technique, parce que même si tout est faisable, la question c'est dans combien de temps. Et c'est là où il faut être un peu plus agile. Et est-ce que donc, l'API aujourd'hui masque peut-être un peu encore une complexité assez importante dans la mise en place des collaborations et des passerelles. Est-ce que vous attendez du coup, pour que ça progresse plus vite, puisqu'on a eu une table ronde tout à l'heure sur la réglementation, sur les schemes notamment, est-ce que vous attendez des réglementations à venir, plus de travail sur la standardisation, ou est-ce qu'au fond vous considérez que ça doit rester quelque chose de collaboratif entre partenaires finalement? La question est ouverte. Donc, juste pour une précision, enfin un apport, l'API en théorie c'est super facile, mais dans la vraie vie, quand on n'a pas toujours un système d'information qui est récent, donc jeune et qui marche bien, et quand typiquement on est une banque qui est là depuis des dizaines d'années et qui a construit son système d'information, et on ne peut pas tout refondre tous les 2 ans, sinon comment ça non, ça ne marche pas comme ça. Donc effectivement, mine de rien, apaiser les services des producteurs dont on parlait tout à l'heure pour pouvoir les mettre à disposition, ne serait-ce qu'à notre propre distribution, mais à la distribution en externe, des fois c'est un challenge aussi pour les équipes IT au sens large et puis métiers qui travaillent ensemble et qui doivent encore plus qu'avant travailler en synergie. Et donc ça pose des vraies questions d'organisation du travail, d'acculturation des équipes. Et puis de changer de paradigme, c'est-à-dire que depuis des années, l'API s'est vu comme un objet très technique. En fait, l'API, c'est juste une façade qui donne accès à des fonctionnalités ou des données. La question, c'est pas c'est quoi le business model par rapport à ma super API que j'ai faite, c'est quoi mon business model, et sur ce business model-là, quelle API je fais. Donc en fait, c'est pas toujours si simple que ça, et parfois ça peut effectivement ralentir des super idées que les équipes peuvent avoir ou des super partenariats qu'on pourrait monter, parce que il faut le temps que les êtres humains que nous sommes soient acculturés à tout ça, comprennent bien, changent un petit peu leur manière de travailler, et puis qu'on a vraiment parfois des vrais sujets de transformation de notre système d'information à mener, parce qu'on a des vieux batchs aussi parfois, et puis on a d'autres choses super modernes, mais il faut transformer tout ça avec toute la gouvernance qui va avec, et dans des organisations qui peuvent être importantes, ça demande de l'énergie, et c'est pour ça que c'est des projets qu'on porte de manière transverse avec le plus d'énergie possible pour que ces objectifs soient atteints. Merci Marion pour ce discours de vérité. Parce qu'on le voit effectivement très très souvent sur le terrain. Mais est-ce que du coup, l'open banking, ça a été quand même rendu possible par des SP2 on peut poser ces choses-là avec des API des SP2. Alors effectivement, dans la vraie vie, BNP, les API des SP2 de BNP et d'Arkea ne sont pas exactement implémentés pareil. Donc ça réserve aussi des surprises aux consommateurs. Mais est-ce qu'au fond, vous attendez quand même encore des efforts réglementaires, ou vous attendez de la réglementation en fait de continuer à faciliter finalement cette interopérabilité qui n'est pas que technique, qui est métier et qui est économique. On va en parler juste après. Laure, peut-être. Je pense que le terme API chez Trésor, il recouvre plusieurs choses. Il recouvre notre propre API, puisque je parlais tout à l'heure de nos clients et de nos agents qui justement utilisent notre API, puisque nous, on échange l'ensemble des informations que eux-mêmes, du coup, restituent à leurs propres clients par API. Donc, on a aussi des webhooks. Donc, nous, notre API, effectivement, on aide nos clients à l'implémenter. On essaye, dans la mesure du possible, de rester sur quelque chose de relativement standard, même si on a aussi une capacité quand même de s'adapter. Et c'est aussi tout l'intérêt, justement, d'avoir cette diversité de cas d'usage. Et ensuite, effectivement, si on parle de l'externe, là, on s'adresse à toute la communauté. Donc, aujourd'hui, il y a effectivement des initiatives, enfin ça a été évoqué précédemment, donc l'initiative qui est portée pour la standardisation de l'API et avec
potentiellement le projet DSP3, ça a été initié et il y a potentiellement une inscription qui peut se faire sur le cadre SPA à partir de septembre. Nous, évidemment, c'est quelque chose qu'on regarde de très près, même si effectivement on a aussi cette capacité, et c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, à passer avec des acteurs qui vont eux-mêmes intégrer cette complexité de l'open banking. Donc on est à la fois au cœur du sujet et en même temps on a aussi cette capacité de pouvoir se reposer sur d'autres acteurs, sur ces API externes. Donc en fait, le terme API, c'est un terme technique qui signifie que des programmes vont être en mesure de communiquer entre eux. Et effectivement, ça recouvre aussi le sujet de l'open banking. Mais si on prend de manière plus large l'open finance, on peut à ce moment-là parler d'API. Et à ce moment-là, on est sur du gré à gré. Et on n'est encore pas vraiment sur de la standardisation. Voilà. Alors, est-ce qu'on attend, du coup, j'insiste un peu sur cette question, une standardisation qui viendrait du régulateur, de type DSP3 ou autre chose, ou les schemes, etc. Ou est-ce qu'au fond, on se dit, ben non, mais le régulateur ne peut pas tout non plus standardiser dans les faits, il y aura toujours du gré à gré, il y aura toujours de la contractualisation à faire partenaire par partenaire avec des modalités métiers, fonctionnels et techniques qui vont forcément varier. Je pense qu'il y aura toujours du gré à gré et on ne peut pas tout standardiser. La DSP2, elle couvre un certain périmètre. L'open banking et l'open finance, ça va au-delà aussi de ça. Si demain on met à dispo en mode Lego certains services des fabricants sur de l'assurance, sur plein de choses qu'on pourrait construire, de toute façon, le législateur ne pourra pas légiférer sur l'ensemble des données de tous ces process-là. Donc, à un moment, en fonction des business models des producteurs et puis des acteurs du marché, finalement, les bons business models ou les bons use cases qui vont sortir, ça va amener des appétences, de l'intérêt, du partage, des synergies. Et puis, les quelques infos qu'il faudra se communiquer, finalement, on aura tous à peu près les mêmes, mais avec un degré d'adaptation, parce qu'on n'a pas tous les mêmes SI, parce qu'on n'a pas tous les mêmes besoins. Et puis, un produit, en fait, un produit vit. Donc, de toute façon, même si on concevait un produit super qu'on pouvait commercialiser avec des partenaires, de toute façon, le cycle de vie du produit ferait que de toute façon, il y aurait de l'évolution à gérer. Donc, il y aura toujours cette partie-là. On ne pourra pas être toujours standardisé à fond. Steve, côté participe, j'imagine que c'est pareil. C'est un sujet un peu quotidien pour vous, puisque vous devez vous adapter en permanence à vos clients, ou alors comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une maturité aujourd'hui, que ce soit côté banquier ou assureur, qui fait que c'est simple de venir se plugger sur leur système existant, par API ou pas d'ailleurs? Voilà. Est-ce que tu peux nous témoigner peut-être un peu ta vision de la maturité aujourd'hui de tes clients qui sont des banquiers d'assurance sur cette question? Alors, effectivement, Participe propose aujourd'hui ces solutions de souscription clé en main aux acteurs de la banque, de l'assurance et de la gestion d'actifs. Et lorsqu'on regarde un petit peu le degré de maturité de ces acteurs-là, lorsqu'on parle d'API, on se rend compte effectivement que les banques sont extrêmement avancées, mais ça c'est lié en fait à la régulation qui a poussé les banques à ouvrir leur système d'information. Et donc, je pense que le nombre d'API bancaires entre 2019 et maintenant a dû faire un bond de 200-300%. Si on regarde maintenant le marché de l'assurance, il n'y a même pas 7% des acteurs de l'assurance aujourd'hui qui exposent des API pour pouvoir accéder à leurs offres. Donc, le gap est juste immense. Alors, si on parle de la gestion d'actifs, n'en parlons pas. C'est même pas un sujet d'actualité, quoi. Donc on se rend compte déjà que lorsque vous voulez équiper votre client final sur, on va dire, l'intégralité des moments clés de la vie, donc savoir avoir un compte en banque, un crédit, s'assurer, placer de l'argent, c'est pas possible étant donné l'état actuel du monde et de l'apéisation de ces acteurs. Du côté de Participe, nous pensons que l'évolution des API va se faire progressivement au fur et à mesure que la plateformisation de la distribution va se mettre en place. D'accord ? Il n'y aura pas le choix. Pourquoi ? Parce qu'on sera plus dans une logique d'investissement, parce qu'il faut aller délivrer de la valeur au client final, et moins dans une logique héroïste, qui est un peu la vision actuelle du monde que la plupart de ces acteurs ont.
C'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure de la gouvernance, on parlait de la conduite du changement, on parlait du management, on parlait de la priorisation des projets IT. Et à la fin de la journée, si on se rend compte qu'on n'a plus de possibilité de distribuer de façon physique et qu'il faut aller en ligne, en 2 ans, les API seront disponibles. Et puis voilà. Donc, la logique business va driver progressivement le développement de ces API. De notre côté, si on revient un peu sur l'offre et la proposition de valeur de Participe, c'est vrai que nativement, nos solutions étaient conçues autour des API. Donc, nous avons des API qui permettent de standardiser les connexions avec les différents acteurs de la banque, de l'assurance et certains de la gestion d'actifs. Pourquoi? Parce que dans nos parcours de souscription, nous devons être à même, sur un seul parcours, de proposer une diversité d'offres et de donner la possibilité aux clients de comparer. Et donc là, on est obligé de se positionner sur des logiques d'API. Lorsqu'on parle de finances embarquées, les API, aujourd'hui, c'est quelque chose de très technique. Et lorsque vous voulez intégrer ces API dans des interfaces clients, vous devez pré-mâcher un petit peu le travail pour votre acteur. Et donc, finalement, vous devez être à même d'embarquer vos processus de souscription dans des formats un petit peu APIisés pour qu'ils puissent mettre en face de ces parcours de souscription APIisés leur couche de front-end, donc leur couche d'interface, pour que le client reste dans le même univers. Et donc, typiquement, si je fais une solution de souscription et qu'à un moment donné, il faut du paiement, j'embarque les services de trésor, mais il ne faut pas que le client se rende compte qu'il est en train de processer son service et réaliser son paiement chez Trésor. Et donc, là, ce sont les API qui vont être au service des interfaces clients. Et enfin, vous avez les API qui, elles, vont être au service du partage de la donnée. Et ce partage de la donnée se fait dans les 2 sens, de façon bidirectionnelle. Donc, du sens de l'acteur bancaire, etc., vers le parcours de souscription, parce qu'on est dans une logique d'excellence, d'efficacité, de pré-remplissage des parcours, pour éviter que le client ne ressaisisse à chaque fois les mêmes données. Et puis dans l'autre sens, où en fait, à la fin de la souscription, il faut renvoyer les données pour la gestion contractuelle, dans le format et selon les prérequis et selon la compliance des acteurs financiers. Et donc, à ce moment donné, vous allez avoir un format de données brutes, un format APIisé, qui permet d'avoir cette flexibilité pour transformer la donnée comme vous le souhaitez, pour garantir cette interopérabilité avec le système d'information. Et donc, voilà un petit peu le schéma qu'on peut dresser quant à l'utilisation des API au sein des solutions Participe. Ok, alors, je vois que le temps tourne. On a parlé de la valeur client. Si je reviens sur mon petit outil, le Business Model Canva, on a un peu parlé de distribution, comment on atteint le client, par quel canal, comment on s'associe finalement pour proposer, augmenter sa surface de distribution. On vient de parler un peu de la production des services. Et maintenant, il faut quand même qu'on parle de business model au sens économique du terme. Et ce qu'on a un peu posé quand même, c'est qu'il y a cette approche très collaborative, très collaborative, pardon, je vais y arriver, très écosystémique. Donc une question presque naïve qui pourrait venir, c'est est-ce que ça veut dire que demain on est sur des business models collaboratifs, c'est-à-dire que finalement là, vous tous, vous allez créer des business models de partage de la valeur. Je pense que c'est une idée qui n'existe pas, enfin qui n'est qu'une idée aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est une idée que vous partagez vous dans vos environnements. Est-ce qu'on va là-dessus ou est-ce qu'on est finalement sur des business models, chacun garde son business model avec ses propres structures de revenus, de coûts, etc. Question collective, le premier qui veut se lancer. Ok, j'y vais. En fait, donc Trésor a un positionnement assez intéressant dans le schéma que tu évoques, puisque je disais tout à l'heure, notre motto, c'est le one-stop shop de la finance embarquée. Et donc, on est déjà aujourd'hui, donc en bon français, le point d'entrée unique ou le magasin unique. En fait, il faut imaginer que toute entreprise qui veut intégrer le paiement, que ce soit des flux ou un programme carte, en passant par Trésor, elle s'adresse à un seul interlocuteur qui va faire le lien avec un certain nombre d'autres interlocuteurs. Et donc, on est nous-mêmes aujourd'hui déjà, si je prends par exemple le fabricant de cartes, si je prends la partie processing, la partie scheme, la partie compte de cantonnement, on est déjà aujourd'hui dans un partage de la valeur. Donc,
c'est juste que grâce à l'open finance, on vient rajouter des briques et que donc on vient augmenter le nombre de partenaires avec lesquels on peut opérer un partage de la valeur. On est une sorte de marketplace en fait de services financiers. Je parlais tout à l'heure du fait qu'on a intégré avec Franc Finance le crédit. On est vraiment dans un partage de valeur. C'est-à-dire qu'effectivement, là où un de nos clients va venir prendre la brique crédit, eh bien, ça va générer de la valeur chez Franc Finance. Et de la même manière, donc on est principal membre du réseau Mastercard. Si Mastercard effectivement nous intègre avec un de ses clients et qu'on rentre dans un schéma de flux carte, eh bien ça génère bien sûr de la valeur sur le scheme Mastercard et aussi de la valeur pour Trésor. Donc on est aujourd'hui déjà dans cette logique de partage de valeur et l'open finance va venir amplifier en fait cette valeur collaborative. Mais est-ce qu'aujourd'hui votre modèle de rémunération Trésor est indexé par exemple sur la valeur générée par vos propres clients? Alors, ce n'est pas indexé en tant que tel, mais on a vraiment un modèle de valeur partagée avec l'ensemble des acteurs que j'évoquais. Et par contre, effectivement, nous, nos clients, on a aussi toute une réflexion sur notre capacité à les aider dans leur développement. Et donc ça, c'est vraiment des sujets sur lesquels on travaille, à la fois en tant que Trésor et aussi au sein du groupe Société Générale, puisqu'on a une entité SG Venture. Et donc, il y a aussi cette capacité à accompagner un certain nombre de fintech. D'accord. Je me tourne vers Laurent peut-être sur ces questions de business model. Vous, finalement, votre cœur de business est de la data. Est-ce que du coup, vous avez quelque chose de différent, je veux dire, dans votre propre modèle économique, ou est-ce que finalement vous êtes basé sur un modèle économique standard encore assez classique? Alors, il y a ce qu'on souhaite faire, et finalement, il y a quand même un truc, c'est qu'on peut espérer vendre à n'importe quel prix, mais il faut qu'il y ait des gens qui achètent. Et donc, voilà, je pense qu'il faut commencer par là, c'est tous ces services, il faut qu'ils dégagent de la rentabilité pour être mis dans les plans projets, mais aussi pour être acceptés. Et donc, finalement, il y a un ROI qui va être calculé par les clients, et il faut être capable d'apporter une réponse. Et quand on parle de coopération, c'est chouette, mais ça veut dire aussi un millefeuille de coûts. Et à un moment, pour que tout le monde vive bien, est-ce que ça tient ou pas? Et c'est là où il faut être un peu imaginatif et en effet trouver un moyen de faire en sorte que chacun puisse vivre et peut-être gagner un peu moins, mais sur des volumes plus importants, ou en tout cas sur du partage de la valeur. Sur les principes. Parce qu'après, sur la notion d'indexation, etc., c'est un peu plus compliqué, parce que il faut être capable de mesurer précisément combien j'ai apporté, de combien j'ai contribué à la création de valeur, et se dire, bah, ok, moi je prends 35%, ou non, moi 43%, c'est plus difficile. Donc il y a les intentions qui peuvent être là, mais probablement que l'open data peut aussi être un moyen de pouvoir partager de manière transparente la valeur qui aura été créée. Oui, donc il y a aussi un enjeu de data, de la data, en fait, finalement, d'être capable de mesurer tout ce que peut apporter vraiment la data. Olivier, tu es Chief Revenue Officer, donc le business model, tu es en plein dedans. Un peu la même question, finalement, est-ce que dans cette approche écosystémique, vous prenez en compte, finalement, le fait que vous êtes une brique dans une chaîne de valeur qui est plus large, et si oui, comment vous le faites? Je ne sais pas s'il y a des modèles qui changent. Enfin, en tout cas, nos éditeurs de logiciels, on vend une licence et modèle assez classique finalement de la licence. Et dans la licence, c'est toujours posé la question de savoir si j'essayais de vendre une licence fixe ou si j'essayais de vendre une licence à l'usage avec des avantages et des inconvénients dans les deux modèles. Dans les moyens de paiement, il y a quand même beaucoup un modèle au pourcentage de la transaction, notamment dans les cartes. Moi, il me semble que ce qui change beaucoup dans notre domaine, permis par la réglementation, parce que la réglementation, ce n'est pas une réglementation technique, c'était une réglementation d'ouverture à la concurrence pour redonner la possession de la donnée bancaire au consommateur final. Et donc forcer
les acteurs financiers qui détenaient de facto cette donnée bancaire, les banques, les assurances, à exposer cette donnée pour que le consommateur final puisse en disposer. Et de là, du coup, il y a tout un écosystème qui est apparu et tout un tas d'acteurs qui ont pu se créer pour opérer des processus financiers. Et du coup, il me semble que la valeur, elle est captée potentiellement par d'autres acteurs que l'acteur traditionnel. Je prends mon exemple de l'éditeur de logiciels qui processe en tout cas qui s'associe à d'autres briques pour processer, mais il est quand même assez clair que dans cet exemple-là, c'est lui qui capte la valeur du flux financier, puisque c'est de son interface de logiciel qu'on appuie sur le bouton et que le paiement de son fournisseur ou que le prélèvement de la facture est opéré. À partir de ce moment-là, c'est lui qui décide vers quelle brique il envoie ses paiements et vers quelle brique il envoie les prélèvements. Là où avant, il n'y avait pas le choix, de toute façon, il fallait aller voir sa banque pour le faire. Donc du coup, il va capter une valeur, il le fait déjà, hein, il y a tout un tas d'éditeurs de logiciels qui font ça aujourd'hui, plutôt sur du SMB, hein, ce n'est pas les SAP et compagnie qui font ça, mais plutôt sur du SMB qui font ça, qui captent des flux, pour certains des flux très importants en centaines de millions, dans d'autres pays où c'est encore plus développé, c'est en milliards d'euros mensuels, pour un petit acteur d'éditeur de logiciels, hein, c'est quand même assez intéressant, et qui du coup effectivement capte une valeur qui échappait complètement avant, parce qu'il a en fait appréhendé le flux et c'est lui qui détient en fait ce flux de la même façon que dans d'autres domaines, c'est Google qui détient en fait le point d'entrée pour aller vers un marchand et donc finalement il capte la valeur et du coup forcément il impose une commission disproportionnée en fait par rapport au service qu'il apporte réellement, mais c'est comme ça, c'est lui qui capte la valeur. Bon. Et je pense qu'on est peut-être tous collaboratifs, mais on est quand même tous drivés par le revenu hein, et la rentabilité à la fin du truc. Et donc, on essaye de maximiser la valeur qu'on capte. Donc, je pense que, en tout cas, tous les acteurs ici réfléchissent à comment faire en sorte de capter la valeur et à partir de là, d'être dans une position qui permette d'imposer son modèle et de maximiser la part qu'on garde pour soi. Hein, parce que soyons clairs, à la fin, c'est quand même ce qu'on essaye de faire. Très bien, très bien. Merci. Le temps a passé, on en arrive au moment de la conclusion de la table ronde. On a parlé de pas mal de choses finalement. On a cherché quand même bien à tirer cette particularité finalement de l'open finance et de l'ouverture aux écosystèmes, de ce côté un peu collaboratif, mais en même temps, tout en gardant, on va dire, sa propre intégrité, ne serait-ce qu'économique. Hein. Donc, ce que moi j'entends, ce que je vois, c'est que il y a une énorme promesse de continuer à aller toujours plus loin dans ce côté très collaboratif, d'assemblage de différentes propositions de valeur pour former quelque chose de puissant pour le client final. Et en même temps, encore beaucoup à travailler sur la maturité, on parlait de standardisation, et sur des questions tu parlais de capter valeur. Moi, je pensais... De capter la valeur versus partager la valeur. Donc, il y a encore pas mal d'enjeux, de questions autour de ça. Si je vais vous proposer chacun de finalement apporter votre propre conclusion. En termes de perspective, s'il y a vraiment quelque chose que vous aimeriez que nos auditeurs retiennent, quel message en fait vous délivreriez voilà, dans les 3 prochaines années? Qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe pour qu'on continue finalement sur cette belle promesse? Quelqu'un veut se lancer en premier ou sinon on le fait Marion. Du coup, je vais démarrer. Alors, pas forcément sur ma volonté ou mon souhait pour les 3 prochaines années, mais en tout cas, ma conclusion, ce serait qu'effectivement, en miroir de ce qu'a dit Olivier tout à l'heure, les business models évoluent. Et c'est aussi le cas pour le business model de la banque qui va du coup, qui traditionnellement a peur de la désintermédiation de ses clients. Et finalement, la tendance et les comportements et ces nouveaux usages, il ne faut pas se leurrer, hein, personne ne l'arrêtera et c'est très bien. Donc plutôt que voir ça comme « oh mon Dieu, on va perdre nos clients », voyons ça comme une opportunité parce que finalement, on a une opportunité aujourd'hui de nous aussi commercialiser nos fabricants, les produits de nos fabricants à d'autres partenaires. Et puis même les métiers de la distribution peuvent aussi bénéficier de toute cette dynamique pour s'associer et puis augmenter aussi leur surface de distribution. Donc des opportunités fortes, mais des modèles d'affaires qui ne sont pas encore secs, qui évoluent vraiment et je pense que ça va pas s'arrêter
dans un futur proche, ça va continuer à évoluer et c'est très bien. Et puis, si j'avais un vœu, ce serait qu'on puisse aussi mettre ces nouveaux business models au service d'enjeux qui vont être de plus en plus prégnants dans les années et les décennies à venir, et qu'on le mette au service d'enjeux, par exemple, environnementaux. On en a un peu parlé tout à l'heure. Et ça pourrait faire l'objet d'un autre débat, et pourquoi pas d'espèces d'hackathons ou des choses comme ça, où on pourrait sortir des idées qui pourraient être super intéressantes. Finalement, l'opportunité et la nécessité sont plus grandes que le risque à s'ouvrir. Steve, peut-être ? Je pense que je vais continuer dans la logique de Marion. On va avoir une continuité en fait de la plateformisation de la distribution, et cela au bénéfice du client final. On doit avoir une maturité technologique qui permette de pouvoir augmenter cette valeur apportée au client final, parce qu'en fait c'est l'essence même de ce dont nous parlons actuellement. Donc à travers ces API, dont on a vu qu'ils vont pouvoir augmenter la taille de marché adressable et donc permettre aux acteurs de se partager une part plus importante du gâteau. Et donc finalement peut-être les logiques de captation de la valeur ou de capture de la valeur seront moins génératrices de friction. Une logique, on va dire, de collaboration extrêmement forte pour toujours compiler les services un petit peu sous forme de Lego. Et on a parlé tout à l'heure de la distribution qui se fait par les acteurs non financiers. Donc ça, c'est important. Comment est-ce que je rattache les actes d'achat de l'e-commerce aux actes d'achat de produits et services financiers? Donc on a une convergence qui est en cours entre l'e-commerce et la finance, d'où cette logique de finance embarquée dont nous parlons actuellement. Et puis enfin, comment est-ce que les hommes s'organisent autour de tout ça avec la conduite du changement pour permettre de fluidifier ça, de mettre en place la bonne gouvernance et de faire en sorte que on ne soit pas au même stade dans les 10 prochaines années. Laure ? Moi, peut-être juste un petit retour en arrière, de rappeler qu'effectivement la DSP2 c'était 2015, qu'on est en 2023 et que on va lancer déjà, comme je le disais, le SPA au SPAA, donc SEPA Payment Access, Account Access, à partir de septembre 2023, donc presque 10 ans et déjà une nouvelle évolution. Et je pense que c'est ça qui est quand même très intéressant de constater, c'est de voir sur presque 10 ans cette évolution incroyable des services financiers, de voir aussi que justement les banques en finalement très peu de temps ont compris très vite l'enjeu, et là où tout le monde a voulu essayer de les opposer aux fintech, mais aujourd'hui on s'aperçoit qu'il y a une vraie collaboration, il y a des acquisitions, des fusions, des projets de collaboration qui se font dans tous les sens. Et donc je pense que si on s'était positionné en 2015, on n'aurait pas imaginé que ça avance aussi vite. Et donc je pense que si on se projette dans le futur, à mon avis, ça va s'accélérer encore. Et après, également de rappeler que donc nous, on est présent un peu partout en Europe, en Europe de l'Ouest essentiellement, en Allemagne, Espagne, Italie, Benelux, etc. Et ce qui est aussi intéressant, c'est de voir que finalement, on est dans une situation en France qui n'est pas exactement la même que sur les autres marchés. On est plutôt en avance parfois, je dois le dire, notamment Espagne et Italie, où on voit qu'il y a une forte appétence, mais on a quand même de l'avance par rapport à certains de ces marchés, et une situation encore différente en Allemagne, etc. Donc en fait, même si l'objectif c'est de créer un marché unifié et harmonisé des paiements en Europe, il y a encore du travail, et je pense qu'effectivement l'open finance avec vraiment cette imbrication de la valeur va permettre aussi d'accélérer cette uniformisation. Très bien, merci beaucoup Laure. Olivier ? Peut-être comme dernier message, dire que au-delà des concepts, des mots, etc., c'est quelque chose de très concret.
Et je pense que donc il y a des processus de crédit, il y a des processus d'entrée en relation, d'onboarding de clients, de mise à disposition de fonds, de prélèvements, de virements, qui aujourd'hui sont tous les jours transformés, enfin opérés différemment via des technologies d'open banking comparé à la façon dont c'était fait il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 2 ans, il y a 1 an. Et je pense que les bénéfices pour le client final sont tellement importants en termes d'instantanéité, d'expérience utilisateur, et pour l'acteur en termes d'automatisation et de gains de productivité, que mécaniquement, les volumes en fait, qui vont passer dans ces tuyaux-là ne vont qu'augmenter. Et si on regarde ce qui se passe au UK ou aux États-Unis, où pour des raisons d'organisation de marchés financiers différents et de réglementation différentes, les choses ont pu se déclencher plus tôt. La part en fait des process financiers, des processus financiers ou des crédits, des comptes ou des paiements qui est fait par ces technologies d'open banking est significative, très significative. Donc ça va arriver et c'est un voyage. C'est comme tout, c'est une courbe d'apprentissage parce qu'il y a des barrières technologiques, parce qu'il faut comprendre quand même un peu la réglementation, parce qu'il faut changer des modes d'organisation, parce que l'utilisateur final, il faut quand même aussi un peu l'éduquer. Bon. Donc il faut rentrer dans le voyage en fait, le plus tôt possible pour être capable en fait, de prendre la courbe et le chemin au moment où ça va se généraliser. Et on est en train, je pense, sur un certain nombre de process, pas tous, de rentrer dans cette étape-là où à 3-4 ans, en fait, certains processus de crédit, notamment conso, ou beaucoup de sujets de paiement et de prélèvement vont être massivement opérés par ces technologies-là. Voilà. Donc il faut démarrer maintenant pour, ne serait-ce que dans 1 an, 2 ans ou 3 ans, ne pas être dépassé en fait, par ces sujets-là. Très bien. Laurent, tu as le mot de la fin. Sacrée responsabilité. Finalement, ce qui est intéressant sur ce sujet, c'est que c'est la réglementation qui a initié le mouvement. La technique a suivi. Et en effet, pour l'instant, on est encore quand même dans des phases expérimentales ou des petites séries, si on parle de business. Et donc, ça pose question, parce qu'au début, on avait une valeur client qui n'était pas forcément folle. Enfin, l'open banking, les premiers usages, c'est, monsieur le client, tu vas pouvoir catégoriser, dire, tiens, tel achat, c'était là, et où là, je vais avoir un joli rond sur mon appli. Ok, ça fait marrer 5 minutes, mais bon. Ouais. Mais en effet, là où je rejoins Olivier, c'est qu'on est vraiment là, à l'aube de... Ça y est, la courbe est en train de se lancer, et quand on travaille dans le métier, on voit bien que les projets, là, ça y est, sont vraiment engagés de manière significative et grand public. Et en effet, on est à l'aube de ce qui va se passer. On ne mesure pas encore toute la puissance que ça apporte. On imagine plein de choses, mais tous les jours, il y a des nouveaux usages qui apparaissent. Et il y a un point qui est extrêmement important, c'est tout ça passe par aussi la confiance du client final. Et c'est le rôle de la plupart des acteurs. Et les banques ont un rôle dans le capital confiance pour faire en sorte que le client se dise « oui, je peux le faire en toute sécurité et en toute confiance ». Et ça sera la clé pour que ce soit une réussite. Eh bien, merci. Je propose que ce soit le mot de la fin, confiance. On reste avec ça. Merci énormément d'avoir participé à cette table ronde et merci de nous avoir écoutés.